Oui, c'est pas pour la philo là. C'est parce que quand j'ai écouté les IRD, je pense que les pratiques avancées, c'est tout à fait dans le cadre. Et je voulais simplement dire qu'il y avait actuellement 2 masters pour les pratiques avancées, un plutôt clinique et un plutôt pratique avancée praticienne. Donc je voulais simplement dire que j'invite les IRD à réfléchir à leur avenir et je pense que ça passera, me semble-t-il, par les pratiques avancées. Voilà, c'est tout ça. Alors qu'en plus ça se passe à Sainte-Anne, ça me permet de faire de la pub. Je me permets, Christine Berlemont, de rebondir. Merci, Monsieur Strandra, puisque je représente la commission professionnelle des infirmières ressources douleurs à la Société Douleur. Effectivement, donc en complément, c'est un film qui vous montre la complexité des missions qui sont demandées aux infirmières ressources douleurs, des missions qui sont à préciser, des rôles qui sont à travailler, des compétences qui sont à poser. Pour en fait ne parler, l'activité transversale en fait ne dit pas grand-chose. C'est une activité de consultation infirmière, qu'elle soit directement faite aux patients ou à l'équipe. Et c'est là où toute la formation aux équipes prend leur importance. Et la discussion de cette consultation infirmière, nous la travaillons à la commission depuis plus d'1 an, en train d'élaborer des référentiels, en train de travailler pour déterminer quelles compétences sont nécessaires pour justement pouvoir répondre aux besoins des patients, des familles et des équipes, puisque nous sommes dans des positions de leadership. Donc le CNRD et la SFETD sont quelque part des compléments pour les infirmiers ressources douleurs, pour cette pratique avancée que l'on espère avec le nouveau projet de loi, puisqu'elle est enfin inscrite telle que dans le prochain projet de loi. Et nous sommes extrêmement attentifs justement pour notre devenir et cette peut-être nouvelle profession pour toutes les infirmières, peut-être même soins palliatifs en pratique avancée, experts cliniques. Voilà. Je tiens aussi à dire que c'est le bon moment pour y aller, puisque nous sommes aussi à un moment de la tournure du quota de professionnels formés, notamment pour les infirmières, puis on pourra aussi ouvrir sur les autres métiers. Quand on a initié cette initiative dans l'un des plans douleur, si vous voulez bien vous en rappeler pour les plus anciens, entre 1998 et 2002, où on avait réussi à obtenir 120 postes fléchés pour des infirmières ressources douleurs, pour les mettre dans les régions, pour tenter effectivement de faire avancer. C'était juste simplement au creux de la vague du pourcentage de professionnels disponibles sur le terrain et qu'il a fallu quand même maintenant attendre un certain nombre d'années pour pouvoir se dire qu'aujourd'hui, tant avec ce que viennent de souligner nos 2 collègues sur l'avancée des pratiques avancées, les référentiels qui existent au niveau international, européen et de plus en plus formalisés et compris réellement en France, notamment dans ce qu'on voit dans les textes de loi, on voit que là aujourd'hui c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller, il y a des pionniers qui s'y sont lancés, il y a des formations, ça ne va pas encore être toujours tout simple, il faut vraiment y aller. Beaucoup d'infirmières en ce moment cherchent du travail et donc on voit bien que du coup ce n'est pas simplement qu'une utopie de se dire qu'on peut trouver effectivement des professionnels capables de remplir ces métiers au niveau des différentes régions. Est-ce qu'il y a des questions, y compris, vous l'aurez compris, hein, je pense que ça a été suffisamment clair dans les présentations, que même s'il y a eu des focus sur les infirmières, les douleurs provoquées par les soins, elles font bien partie de l'ensemble de nos métiers, qu'on soit aide-soignant, rééducateur, médecin, psychologue ou autre. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions qui peuvent aussi concerner l'ensemble des professionnels présents dans cette salle ou des étudiants, parce que je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont là. Une 50aine, me souffle-t-on à ma gauche. C'est le moment de poser les questions. Là au milieu. Donc, merci de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Anaïs Varley-Bécu, je suis infirmière en équipe mobile soins palliatifs douleurs. Ce serait plus une réflexion et notamment s'il y a des étudiants. Dans les diapos qui ont été présentés, on est sur quelque chose qui est... Plus fort, Anaïs. Sur les diapos qui ont été présentés, extrêmement riches, peut-être a été un petit peu moins abordé le rôle de compagnonnage clinique des infirmières ressources douleurs et en quoi la formation théorique se complète avec ce qu'on peut accompagner sur le terrain pour montrer comment, dans la pratique, on peut réinjecter cette formation. Je vais avoir un exemple très concret, notamment sur l'hygiène bucco-dentaire, qui est un soin extrêmement complexe
Et en fait, comment cette culture va se développer parce qu'on l'amène sur le terrain, le bon geste, la bonne attitude. Et comment accompagner, finalement, permet de changer la pratique concrètement parce qu'on voit que ça fonctionne et qu'on peut le faire et qu'on peut s'autoriser à, et même s'autoriser à dire qu'on n'a pas envie et que des fois ça nous dégoûte, et comment nous on peut accueillir ça pour en faire quelque chose derrière. Et que c'est quand même presque un cœur de la fonction d'infirmière ressources douleur. Voilà. Au milieu, madame, s'il vous plaît. En plein milieu. Ma question concerne la personne qui vient d'intervenir. Voilà, par exemple, comment vous recevez l'expression de l'infirmière qui vous dit bah voilà, moi ce soin-là, je ne veux pas le faire, ça me dégoûte. Comment vous accompagnez en fait, ce qui est intéressant, c'est ça. Comment nous, enfin moi, je suis pas infirmière ressources douleurs, mais référente. Et comment je peux accompagner, par exemple, une collègue qui me dit non, moi ça je peux pas, voilà. Enfin, et je débute et je voudrais m'enrichir de votre expérience. Déjà, d'avoir une collègue qui se permet de le dire, moi je trouve que c'est bien plutôt que de ceux qui ne disent pas mais qui ne feront rien derrière. Donc c'est déjà un point très positif parce que ça veut dire qu'il y a une envie de progresser. Et du coup d'aller chercher à savoir qu'est-ce qui dégoûte, qu'est-ce qui va bloquer le geste et finalement comment on peut se l'approprier ou trouver des stratégies pour s'adapter. C'est ce que je travaille avec elle. Et effectivement, des fois, ça prend du temps et il faut y revenir, plusieurs soins de bouche. Et c'est sur la durée qu'on obtient la progression, la patience. Par exemple, pour la personne en question, si vous pouvez nous donner le cas concret, enfin ça m'intéresserait bien. En fait, des cas concrets, ça nous marque plus que... Enfin, il y a la théorie, mais si vous pouvez nous l'illustrer, ce serait vraiment génial. Bonjour, je suis Evelyne Saint-Marc, je suis infirmière spécialisée en aptonomie. J'ai un poste transversal à l'hôpital Vaugirard et Madame Malaquin est ma cadre supérieure. Je travaille en étroite relation avec Anaïs, qui est infirmière spécialisée dans la douleur et les soins palliatifs, et je suis référente en soins de bouche. Je forme avec Anaïs et moi, nous formons tous les soignants aux soins bucco-dentaires et tous les étudiants. Et nous observons à quel point les soignants ont peur de faire mal dans les soins de bouche parce que le soin de bouche est un soin intrusif. J'ai réfléchi par rapport à certaines réactions, par rapport à l'abandon, quelque part, du soin de bouche. En fait, mon rôle, comme le rôle d'Anaïs, c'est de sécuriser le soignant par rapport au fait qu'il ne fera pas mal. Alors, je vais l'accompagner, je vais sécuriser dans ma présence, parce que être présent auprès du patient, c'est d'abord être présent à soi. Donc, nous qui accompagnons les soignants, nous allons l'accompagner dans cette qualité de présence au soignant qui fait que le soignant a de la valeur et peut apporter, va mettre de la lumière là où il nous est montré toute une obscurité. Donc nous allons l'accompagner par notre présence, notre qualité de présence à l'autre, et nous allons lui montrer effectivement le bon geste. Déjà, comment je m'approche du patient. Comment nous rappelons toujours, Anaïs et moi, à quel point le soin dépend d'abord de notre qualité d'approche. Ensuite, nous allons préparer, organiser, Madame Malaquin en a parlé tout à l'heure, organiser le soin. D'abord, nous organisons le soin.
Ensuite, nous allons développer petit à petit le déroulé du soin. Et pour résumer, avec toute cette approche, ce compagnonnage auprès des soignants, vraiment, je peux dire que je suis vraiment très très contente de l'évolution de la prise en charge des soins de bouche dans notre hôpital. Là où les soignants me disaient oh, mais je ne peux pas brosser les dents d'un patient dépendant, je vais lui faire mal. Et lui, le convaincre en l'accompagnant que non, il ne fera pas mal et la bouche du patient sera propre et il va permettre de pouvoir communiquer, avaler, avoir un autre regard au monde. Eh bien, je peux vous dire que ce compagnonnage est très gratifiant. Voilà. Donc, nous accompagnons. Si je comprends bien, il y a donc l'angoisse du patient qui est bien entendu à lever, mais il y a aussi celle du soignant qui est à entendre. Nous parlons de la douleur du patient aujourd'hui, mais nous sommes face aussi à la peur de faire mal et à la douleur qui est infligée du coup chez le soignant. Donc nous, notre rôle et l'autonomie permet justement cette qualité de présence à l'autre. Nous allons sécuriser quelque part le soignant pour lui permettre d'aller et de découvrir qu'il ne fera pas mal. Et récemment encore, une aide-soignante m'a dit, quelques jours plus tard, elle m'a dit, tu sais Evelyne, maintenant, je n'ai plus peur de faire mal, j'ai compris, je sais que je peux ne pas faire mal en pratiquant ce soin de bouche, qui, je dois dire, un soin de bouche qui n'est pas banal, qui est un soin de bouche très très compliqué, très complexe. Voilà. Excusez-moi. Pardon. Evelyne parle de l'approche, bien évidemment, le matériel et le choix du matériel et l'introduction des brosses pédiatriques et de tout le travail de fond pour éviter les nausées, les répulsions, etc. Bien sûr que ça aussi, ça vient compléter. Donc il y a vraiment une attention particulière et militer pour avoir du vrai matériel qui va bien et pas simplement des brosses pédiatriques qui ont une fusée ou un Mickey, parce qu'effectivement, chez le grand adulte, ça ne va pas bien. Excusez-moi. Pardon, je suis là-haut. Sur votre droite. Je voudrais juste d'ailleurs, si certains soignants sont un petit peu en difficulté par rapport à ces soins de bouche qui reviennent souvent, mentionner qu'il existe un outil, un arbre décisionnel sur le site du CEFAMA, CEFAMA, qui a été élaboré par l'équipe de l'hôpital Saint-Camille à Brie-sur-Marne dans le Val-de-Marne et qui donne des outils tant au niveau du rôle propre que du rôle prescrit sur les soins en cas de bouche saine et de bouche altérée. Il est aussi accessible sur le site du CNRD. Merci de l'avoir souligné, y compris le site de l'ASFAP. Merci. Il y a aussi des petites vidéos qui ont été tournées qui pourront être mises à disposition pour l'année prochaine. Merci.